Alors moi, je vous remercie d'être là ce soir, tous. Je remercie le public aussi d'être présent. Voilà, ils sont fidèles. Alors, je vais faire l'appel. François Bellhomme, moi-même, je suis là. Béatrice Bourvin. Jacques Guay. Présent. Armelle Théron-Caplin. Présente. Denis Durand. Patricia Himno. Jean-Paul Marchand. Absent. Non, excusez, donne pouvoir à Patricia Himno. Christine Dabegère. Présente. Dominique Bonnet. Présent, et je vous prie bien vouloir m'excuser pour le petit retard que je présente. Marie-France Durand. Excusez, donne pouvoir à Simone Bollet. Jean-Joseph. Simone Bollet. Guy David. Marc Godot, excusez, donne pouvoir à Dominique Bonnet. Philippe Poissonnier. Présent. Sylvie Rouzet. Éric Roinel. Stéphanie Richard Duhamel. Sonia Dukourov, excusez, donne pouvoir à la Begère Christine. Emmanuel Sauteur, il est... Alors, je ne sais pas, il n'a pas donné de pouvoir, Emmanuel ? Il a donné pouvoir ? Tu l'as donné un écrit, il a fait ? Alors, d'accord. Donc, excusez, donne pouvoir à Éric Roinel. Cécile Combo, excusez, donne pouvoir à Mme Armelle Théron. Claire Carambeau, absente. Thomas Hamelot, excusez, donne pouvoir à Mme Bonvin Béatrice. Dalila de Rolle, présente. Bruno Estampe, présent. Roland Amar, présent. Isabelle Marchand, présente. Hélène Charrier, présent. Fabrice Pichard, présent. Qui est le secrétaire de mairie, secrétaire du conseil. Béatrice. Béatrice Bonvin. Oui, j'ai démarré un peu vite. Pourquoi? Parce que je voudrais quand même vous présenter Madame Sylvia Roussel, qui est derrière moi. Voilà, si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Sylvia. Non, c'est ça? Olivia. C'est Olivia, excusez-moi. Donc, elle fait un tuilage avec Yasmine. Car Yasmine va nous quitter au mois de mars, hein, c'est bien ça? Mais, voilà, pour une nouvelle aventure, hein, ça n'a rien à voir avec ce travail. Voilà, donc, voilà, bon, bah écoutez, ça va être votre premier conseil, Madame Roussel. Merci d'être là. Alors, l'ordre du jour, l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal. Y a-t-il des questions? Non? Moi, j'ai juste fait remonter, et ça a été pris en compte, puisqu'on l'a reçu tout à l'heure, Oui. ce qui fait qu'on l'a... Moi, je l'ai lu à la diagonale, mais j'ai pas eu le temps. Oui, oui. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. On va passer maintenant aux affaires financières, rapport d'orientation du budget exercice 2022, le ROB. Je laisse la parole à M. Jacques Guay. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Avant de commencer, je voulais vous présenter Mme Armelle Galland, qui est responsable du pôle administratif et financier de la mairie. Et pour certaines questions, elle sera peut-être en mesure de vous apporter plus de réponses peut-être plus précises et techniques. Vu l'avis de la commission de finances du 2 février 2022, considérant que dans les communes de 3500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget un rapport sur les orientations budgétaires qui doit donner lieu à un débat. Considérant que le débat d'orientation budgétaire doit s'appuyer sur la base d'un rapport ROB élaboré par le maire sur les orientations budgétaires,
les engagements pluriannuels ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, considérant que le Conseil municipal doit prendre acte du débat par une délibération spécifique. En tant qu'adjoint en charge des finances, présente à l'Assemblée le rapport d'orientation budgétaire pour 2022, annexé à la présente, dont chaque membre du Conseil a été destinataire. Sur l'exposé présenté, pour en avoir délibéré, le Conseil est invité à prendre acte que le débat d'orientation budgétaire pour 2022, sur la base d'un rapport portant sur le budget de la commune, a lieu avant le vote du budget primitif de l'exercice 2022. L'année 2022 présente la particularité de regrouper le budget anciennement annexe des prairiales avec le budget principal de la commune. Ce budget annexe des prairiales a en effet été clôturé au 31 décembre 2021. Les éléments relatifs à ce budget et jusqu'à l'exercice 2021 seront présentés en fin de rapport. Les données présentées ci-après reprennent l'exécution budgétaire pour les années 2019, 2020 et 2021 du budget principal uniquement, et pour 2022, prévision budgétaire intégrant les éléments des prairiales et du budget principal. Depuis 2021 et la réforme de la taxe d'habitation, les seules recettes perçues au titre de la taxe d'habitation sont celles portant sur les résidences secondaires et celles portant sur les quelques résidences principales non encore soumises à la réforme. Et l'État opère des compensations. Par exemple, il y a donc plus pour 2022 uniquement les produits du foncier bâti. Bon, pour le montant que nous avons en prévision, c'est 3 099 554 €. Vous avez des questions, allez-y. Vous avez des questions, allez-y. C'est bon? C'est bon, Jacques? Pour 2022, le produit fiscal de la commune est estimé à 1 991 227 €, soit une évolution de 3,4% par rapport à l'exercice 2021. Alors ma question, elle est due à quoi, cette évolution? C'est une prévision. Une prévision? C'est une prévision. Bon, c'est vrai que les prévisions ont été faites au 31 janvier 2022, donc c'était peut-être un peu tôt, mais c'est comme ça, il fallait le faire, donc, puisque la commission de finances était le 2 février. Voilà. Ouais. Alors, donc, vous voyez, donc, il y a une diminution en prévision sur le reversement EPCI, qui est donc c'est l'attribution de compensation plus dotation de solidarité communautaire. Donc, on peut l'appeler aussi Comcom. Alors, en ce qui concerne les autres ressources fiscales, ce sont les taxes additionnelles aux droits d'enregistrement, droits de mutation, droits de stationnement et droits de place et autres impôts locaux. Le reversement EPCI ou Comcom voit son montant baisser en raison notamment de la diminution de l'attribution de compensation attendue. En effet, compte tenu de la prise de compétence du contingent incendie par la communauté de communes des Portes-Ralliennes d'Île-de-France dès 2022, la collectivité ne supporte plus la dépense et voit son attribution de compensation diminuer d'autant. OK pour tout le monde?
Pour la commune, en 2021, données 2022 pas encore disponibles, cet indicateur est évalué à 1,06. La commune exerce une pression fiscale sur ses administrés légèrement supérieure aux autres communes. Comme on pourrait le voir, pour les communes de la Comcom, l'effort fiscal moyen est de 1,09. En comparaison, cet effort fiscal moyen pour la strate démographique dans laquelle la collectivité se situe soit entre 5 000 et 10 000 habitants était de 1,16 en 2021. Donc il est vrai qu'il vaut mieux être à 1 ou en dessous de 1. Oui. Là, on est à 1,06. Bon, là, on fait des comparaisons par rapport à 5 000 et 10 000 habitants, mais il faut savoir que la commune a quand même des structures importantes. C'est pas les prairiales, on a le pôle, on a tout ça. Donc, Les recettes en dotation et participation de la commune s'élèveront à 137 937 € en 2022. La commune ne dispose d'aucune marge de manœuvre sur celle-ci, parce que notre collectivité perçoit seulement la dotation de solidarité rurale DSR. Pour 2022, la projection issue des simulations SEMCO, qui est notre prestataire, prévoit une augmentation de 14 095 de la dotation de solidarité rurale, soit 11,38%. On nous l'impose, donc on peut rien faire. non, mais c'est bien. Il est proposé pour 2022 de faire évoluer les recettes de fonctionnement d'environ moins 12% par rapport à 2021. En effet, le budget pour 2022 ne prévoit pas de produits de cession, comme cela a pu être le cas sur les 2 derniers exercices budgétaires. En 2020, il y a eu la vente de terrain rue de Savonnière et en 2021, vente de 2 bâtiments, la bibliothèque et la maison du 10 place du Change. Bon, il est vrai que le foncier devient rare sur notre commune. Donc, on ne peut pas faire mieux. En prenant en compte les prévisions budgétaires pour l'exercice 2022, les recettes de fonctionnement s'élèveront à un montant total de 7 772 141 €, soit 1 363,29 € par habitant. Ce ratio est inférieur à celui de 2021 qui était de 1 562,54 € par habitant. Le ratio était, comme vous le voyez là, en 2019, était de 1195,40 € par habitant pour les communes de la strate comprises entre 5 000 et 10 000 habitants. Les charges de gestion, en fonction du budget 2022, évolueraient de 2,12% entre 2021 et 2022. Avec l'intégration du budget des prairiales au budget principal, la subvention d'équilibre à ce budget n'émerge plus en autres charges de gestion qui sont proposées en forte baisse pour l'exercice 2022. Cette baisse s'explique aussi par la non-inscription du contingent incendie dans la prise de compétence par la communauté de communes a été actée. C'est bon? En 2021, les dépenses de personnel représentaient 42,6% des dépenses de fonctionnement de la collectivité. Bon, nous, on les a mis à 43, donc on avait arrondi. Et la moyenne de la strate démographique est de 56% des dépenses réelles de fonctionnement.
donc toujours pour des communes comme la nôtre entre 5 000 et 10 000 habitants. Pour 2022, il est proposé que ce poste de dépense représente 44,9%, donc on l'arrondit là à 45%, des dépenses réelles de fonctionnement. Au 1er janvier 2022, 74 agents titulaires et non titulaires sont employés par la collectivité et un poste de chargé de communication a été créé en 2021. Donc il a été embauché au 15 novembre, donc il n'y a pas eu trop d'incidence. Par contre, là on doit encore embaucher du personnel, mais on ne sait pas, donc notamment un plombier, un électricien et encore d'autres personnes. Donc, mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc, c'est vrai que ça peut en changer si on emploie quelqu'un en fin d'année. Bon, il y a moins de dépenses que si on l'emploie en début d'année ou en cours d'année. Donc ça, c'est compris dans les 45%, ça. Oui. Hein, ça, on en a tenu compte. Oui. Ok. Il y aura pas de Seconde surprise. prévision, 45%, et on a les autres dépenses réelles de fonctionnement, 55%. Donc, vous voyez, par rapport à 2021, il y a 45, 43%, mais 55, 57%. Donc, hein. Et par contre, quand on voit avec la SRAS, eux, ils sont au point de vue dépenses de personnel à 56%. Et autres dépenses, 44%. Alors, vous voyez que pour les prévisions 2022, les autres dépenses ont augmenté un petit peu par rapport aux années précédentes, parce que les autres dépenses salariales sont les primes et indemnités, les cotisations patronales de sécurité sociale, les retraites, les interventions de personnel extérieur. Les dépenses de personnel pour 2022 prennent en compte une augmentation des rémunérations des personnes non titulaires en raison de recrutement de contractuels arrivés en cours d'année 2021, un non titulaire remplaçant un agent titulaire, un nouveau poste occupé par un agent non titulaire. Par ailleurs, les prévisions pour 2022 incluent des remplacements d'agents pour les ramassages scolaires, les écoles et 2 postes de saisonniers pendant 4 mois pour les espaces verts. Il est important de rappeler ici que les années 2019 à 2021 concernaient des dépenses effectivement réalisées, pendant que les années 2022 ne sont que des prévisions. On répétera toujours que 2020 on a des chiffres à 100%, 2021 à 99%. Au 31 janvier, on avait que 99%, et là, ce ne sont que des prévisions. En prévision, les dépenses réelles de fonctionnement, vous voyez qu'il y a peu d'écart par rapport aux années précédentes. Il est aussi proposé par la commune de faire évaluer les dépenses réelles de fonctionnement pour 2022 de 6,52% par rapport à l'année dernière. À l'année 2020, oui, l'année dernière. Les années 2019 à 2021 compilent uniquement l'exécution budgétaire du budget principal, pendant que les données pour 2022 intègrent les prévisions pour le budget principal agrégé à l'ancien budget des prairiales. Ces autres dépenses sont proposées en augmentation compte tenu de la prise en compte des possibles remboursements à effectuer compte tenu de spectacles au prairial qui n'auraient pu être maintenus en raison des conditions sanitaires. Il y a encore des remboursements qui n'ont pas été effectués en date du 31 janvier. En prenant compte des prévisions budgétaires pour 2022, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèveraient à un montant total de 7 630 377 €, soit 1 338,43 € par habitant.
Ce ratio est supérieur à celui de 2021 où il était de 1265,83 par habitant. Et le ratio était de 1001,10 par habitant en 2019 pour les communes de la strate comprises entre 5 000 et 10 000 habitants. Un point d'attention doit être porté sur le fait que toutes les villes de cette strate n'ont pas le même niveau d'équipement que nous, entre 5 000 et 10 000. Tout le monde n'a pas des prairiales, une médiathèque, une école de musique, un pôle sportif. Il convient de rappeler que le budget présenté comprend les charges du budget principal de la commune, agrégées aux charges de l'ex-budget annexe les prairiales, ce qui n'est pas le cas pour les données 2021. Pour l'exercice 2022, la collectivité disposerait d'un encours de dette de 8 697 261 € en raison d'un appel à l'emprunt sur cet exercice pour financer les investissements. Et en 2021, le ratio de la dette par habitant est 1049,95 par habitant et devrait être de 1525,57 par habitant en 2022. Parce que le nouvel emprunt inscrit au budget est estimé à 3 336 000 €. Des recettes d'investissement vont être recherchées afin de ne débloquer que le montant strictement nécessaire. Les charges financières représenteront 2,46 des dépenses réelles de fonctionnement en 2022. Donc, quand on dit que 3 336 000, c'est un montant maximum, mais qui ne sera peut-être pas atteint. Hein. Et on prévoit, Madame Galland, donc un taux, on a estimé un taux qui serait de... Hein. Alors, l'estimation, elle a été faite très prudente, enfin très prudemment, avec un taux à 1,20% sur 15 ans, avec des frais bancaires de 1%. Donc, vu les taux actuels, on peut estimer avoir un emprunt, enfin contracter un emprunt avec un taux moindre. Et puis, il n'est pas dit que ce soit qu'on le contracte sur 15 ans, sur 20 ans. Donc, le taux différera, mais c'est plutôt une hypothèse prudente qu'on a pris pour monter ce budget avec cette dette-là. Alors, sachez que c'est un appel à l'emprunt, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on va l'utiliser. L'année dernière, on avait fait un appel à l'emprunt à 2,7 millions et quelque chose, 700 quelque chose, hein, c'est bien ça. On ne l'a pas utilisé, pas du tout. Ni en 2020, ni en 2021. Non, parce qu'il n'y a pas eu de travaux, bien entendu. Donc, on a pris nos fonds propres. Ça fait depuis 2017 qu'il n'y a pas eu d'emprunt. Les emprunts actuellement, ceux qu'on a actuellement, vont se terminer dans 10 ans à peu près, c'est ça? Il y a, en 2033, voilà. Ouais. Donc je pense, personnellement, on ne prend pas de risque, pas du tout. C'est l'ADN des Pernon, ça a toujours été comme ça. Et Pernon a toujours a su investir, a su gérer ses budgets. C'est même pas le risque, pas du tout. Je pense qu'il faut faire cet emprunt. D'ailleurs, notre programme, il faut qu'on l'applique. Hein, sachez qu'il y a des travaux de prévus. Et que si on ne fait pas cet emprunt, je pense qu'on n'avancera pas, bien entendu. Hein, on ne fera rien. Donc, je dis ce soir, je ne prends pas de risque. N'ayez pas peur, au contraire. Je pense que cet emprunt, les 3,3 millions, je suis persuadé qu'on ne les utilisera pas. Je ne pense pas. Voilà. Et on verra ça l'année prochaine. Mais c'est l'ADN des Pernon. C'est qu'il faut qu'on investisse. Qui dit s'investir s'enrichit. Voilà. On peut être fier de notre ville, on peut être fier de notre commune, parce que les maires auparavant ont su justement gérer. Je pense qu'on fera la même chose. Donc, voilà. Parce que, bon, les emprunts qui ont été faits en 2011 et en 2012, et surtout pour le pôle sportif, il nous reste encore à régler 2 500 000 €.
hein, qui seront terminés dans 10 ans. Dans 10 ans, ouais. Les taux, c'était Ouais, 2 500 000, avec des taux qui étaient très importants par rapport à maintenant, puisqu'ils étaient de 4,68, 4,79 jusqu'à 5,35%. Donc c'est sûr que bon, c'est quand même 2,5 millions qui restent encore, et il y a encore les derniers investissements, vous avez dit, ont été faits en 2017, c'était pour la médiathèque et une partie de l'école maternelle. Et il reste encore 4 millions à régler. 4 millions, donc à des taux plus intéressants là, ils vont de 1,45 et à 1,13%. Donc c'était, puisqu'il nous reste à peu près 10 ans à payer, il était important de faire un emprunt maintenant, parce que dans 10 ans, on aura quand même ces 6,5 millions qui vont disparaître. Il était important maintenant d'investir. Surtout quand... sachant qu'on a une capacité le taux d'un vin on a une sera, capacité on pense, de rembourser. inférieur à 1%, mais peut-être même sur 20 ans. On met ça pour à ce soir, on est incapable de vous dire effectivement le taux. Voilà. Ok. Vous avez des questions là-dessus? Bon, pour l'exercice précédent, donc 2021, prévoyait dans son budget un appel à l'emprunt qui n'a pas été concrétisé. Les augmentations proposées ici, donc pour 2022, prennent en compte cette situation, mais aussi l'appel à l'emprunt qui sera donc effectué cette année. La capacité d'endettement représente le nombre d'années que mettrait la commune à rembourser sa dette si elle consacrait l'intégralité de son épargne dégagée sur sa section de fonctionnement à cet effet. Un seuil d'alerte est fixé à 12 ans, durée de vie moyenne d'un investissement avant que celui-ci ne nécessite des travaux de réhabilitation. Pour information, la capacité de désendettement moyenne d'une commune française se situe aux alentours de 8 ans en 2019, c'est note de conjoncture de la Banque Postale. Donc vous voyez qu'on est loin, puisque nous étions en 2019 à 5,29, en 2020 à 4,95 et en 2021 à 4,92. Donc nous sommes dans la très bonne moyenne. L'épargne brute correspond à l'excédent de la section de fonctionnement sur un exercice. L'épargne nette, capacité d'autofinancement, représente le montant d'autofinancement réel de la commune sur un exercice. Bon, Madame Galland, vous avez quelque chose à dire? Vous voulez pas continuer? Oui, vas-y. Non, mais ce qu'on peut remarquer sur le diagramme qui vous est proposé à l'écran, c'est qu'on a une épargne brute qui est assez élevée, qui diminue avec les années, mais cela s'explique par le non-recours à l'emprunt depuis ces 2-3 dernières années. 4 ans. Voilà. Ben là, ça nous présente depuis 2019, mais on imagine que si on avait les années 2018, ce serait un peu similaire. Alors, il y a 2 seuils d'alerte. Le premier, il est à 10%, correspond à un premier avertissement. La commune en dessous de ce seuil n'est plus à l'abri d'une chute sensible, perte totale d'épargne. Vous voyez, on est bien au-dessus. Et le second seuil d'alerte,
seuil limite représente un seuil limite. En dessous de ce seuil, la commune ne dégage pas suffisamment d'épargne pour rembourser sa dette, investir et également pouvoir emprunter si elle le souhaite. Donc vous voyez, aussi bien les deux, nous sommes en dessous, puisque oui, même en 2021, on était à 13,68, etc. Donc, Sur les deux derniers graphiques, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a des seuils, enfin pas les deux derniers, c'était celui sur l'endettement, où sur l'endettement, on a un seuil à ne pas atteindre, alors que là, sur le taux d'épargne, c'est le seuil en deçà duquel il faut pas descendre. Et là, on voit que sur le taux d'épargne brut, on est bien au-delà de ces deux seuils, que ce soit le seuil d'alerte, heureusement, ou le seuil limite. bon, dépenses d'équipement. Alors, en 2021, je vais vous donner les chiffres, c'était 2 516 830 €. Et prévision 2022, nous sommes à 4 781 340. Alors, les immobilisations corporelles comprennent les acquisitions, les travaux. C'est pour ça qu'il y a une augmentation en prévision. Et les subventions et les immobilisations incorporelles sont les frais d'études et licences. Les subventions d'équipement versées sont les participations de 100 000 € pour la maison de santé. Donc c'est la dernière année. Donc il y a eu 3 fois 100 000 €. Donc 2020, c'est la dernière. Et il y a également 10 000 € pour l'Office du tourisme. Donc on a l'équipement, ça faisait en tout 110 000 €. Alors, les grandes orientations 2022, politique d'investissement d'envergure, c'est-à-dire pour le bourg-centre, la réfection des rues bourgeoises et du Général Leclerc et le parking du Ramponneau, qui sont en cours actuellement. Non. Pas le Ramponneau. Non, en ce moment, c'est l'enfouissement, c'est pas. Réfection des rues bourgeoises et du Général Leclerc, là, c'est en cours. Bon, après, il y a la rue du Ramponneau. Après, pour l'instant, oui, pardon, c'est rue bourgeoise et du rue Gérald Leclerc. Le parking du Ramponneau viendra après. Il y a aussi la valorisation de l'espace naturel des ruelles pour les zones de stationnement, les études et diagnostics des prairiales et l'enfouissement des réseaux rue Alfred Monceau, l'aménagement d'un city-stade et les travaux dans les écoles. Ce sont les grandes lignes d'orientation. J'aurais deux questions à poser, s'il vous plaît. Monsieur le maire, vous annonciez dans la presse la semaine dernière une ligne de 100 000 € pour la réfection de l'église et ça ne vient pas dans cette liste des grandes orientations 2022. Deuxième question, il y a un peu plus d'1 an, il avait été décidé en commission une enveloppe de 100 000 € qui serait dédiée à des travaux pour l'église, des travaux urgents. Alors, voilà, qu'est-ce que vous pouvez Non, mais je nous vous confirme, c'est pas inscrit, mais je vous confirme que dans le budget, il va y avoir une ligne de 100 000 € pour l'église. Alors, Je vous le précise. autre question, est-ce qu'elle s'ajoute à l'enveloppe Non, ça s'ajoute. Ça ne s'ajoute pas. Non, c'est compris dedans, là. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ok. Oui, il n'y a pas de souci. Merci. Sachez qu'il y a eu une étude, il y a quand même eu une étude de faisabilité de fait sur l'église, on est d'accord, monsieur Danois, qui, cette étude, lorsqu'on voit les chiffres, on est à plus de 3 millions d'euros. Mais là, on est obligé de passer par un architecte du patrimoine, vous savez, vous connaissez bien. Un instant.
Oui, mais il y a deux choses. C'est qu'on avait parlé à la commission, donc, il y a plus d'un an, on avait évoqué, et ce n'est pas la seule fois d'ailleurs, le problème urgent, qui est qu'il pleut dans l'église depuis des années maintenant, enfin dans une partie de l'église, et qu'aujourd'hui, ça ne fait que s'aggraver, et qu'on en est à dégrader quand même des statues historiques dont certaines peuvent remonter au XIVe, XVe siècle. Donc, indépendamment de la réflexion globale de l'Église qu'il faut faire et dont le travail de réflexion aurait dû être entamé déjà depuis des années, il y a néanmoins ces travaux de réparation des fuites qui, eux, ne peuvent pas attendre des années. On est d'accord, madame. Même si c'est du temporaire. Oui, je vous entends. Sachez que là, on met 100 000 euros, d'accord. Sachez que le département, le président du département, en ce moment, il a dit qu'il mettait en priorité justement les églises sur le département parce qu'on n'est pas la seule. On va avoir une aide, une enveloppe. On travaille dessus, ne vous inquiétez pas. Je pense, monsieur Delamare, vous décaler les urgences, oui, parce que les urgences des réparations, même temporaires, même si c'est une bâche, de façon à ce qu'ils ne ça ne sera pas temporaire. Non, on ne va pas bricoler. Oui, on fait quelque chose de bien, donc ça risque d'être... Non, mais on est bien d'accord, monsieur le maire, on est bien d'accord qu'il faut faire des travaux, et c'est pas moi qui vous dirai le contraire, qu'il faut faire des travaux vraiment dans les règles de l'art, c'est normal, avec toutes les études qui vont... Mais en attendant, il faut qu'il cesse de pleuvoir dans l'église. Il y a l'église, il y a l'état des routes, il y a tout ça. Oui, il y a des priorités, et l'église en fait partie. J'entends bien, mais voilà, les fuites sont urgentes à régler. On ne peut pas continuer à mettre des seaux tous les dimanches et toutes les semaines. On va vous expliquer. Alors, si je peux amener un petit peu de précision, excusez-moi, donc effectivement, il y avait une somme inscrite l'an dernier pour réparer les urgences, 100 000 euros, qui ont été en partie consommés pour mandater un architecte du patrimoine pour faire une étude beaucoup plus longue, reprise de celle déjà faite en 2007. Je tiens à préciser qu'on ne s'est pas réveillé aujourd'hui pour l'Église, ça fait un bout de temps que ça dure, et qu'on a remis à jour cette étude pour l'entretien de notre patrimoine. Les 100 000 euros qui ont été reconduits cette année sont pour les travaux d'urgence sur la toiture, car comme vous le savez, l'Église est un bâtiment classé pour lequel on peut obtenir des subventions. Et je trouverais dommage d'engager 10 000 euros pour une bâche, alors qu'en engageant 30 000 à 80% de subventions, on a fait des réparations qui sont pérennes et qui peuvent être repris dans les aménagements futurs. Voilà pourquoi ça a glissé. L'an dernier, on a pris du temps pour trouver la bonne architecte en charge de ce dossier, qui l'a étudié en concordance avec le cabinet Asselin, je pense que ça vous parle, pour nous proposer un diagnostic et une faisabilité qui s'élève, comme le disait monsieur le maire, à plus de 3 millions d'euros. Maintenant, l'heure est à l'action, car je suis complètement d'accord avec vous, il y en a marre qu'il pleuve dans l'église, et quitte à agir, autant agir dans les règles de l'art, avec des gens dont c'est le métier et qui vont nous faire des réparations pérennes. On est bien d'accord, mais on a juste... voilà, il y a une partie des choses, une partie sur laquelle... le temps de l'urgence, quelque part, il est déjà dépassé. Enfin, la dégradation, il y a des dégradations qui sont définitives sur des choses qu'on ne retrouvera plus et dont on a la responsabilité. Et on le doit aux générations passées et aux générations à venir. J'entends. On est dessus, madame. En tout cas, c'est en bonne voie, visiblement. Depuis 2017, on est dessus. Mais voilà, quoi. Ça avance. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Non, voilà, si vous voulez poser des questions sur l'Europe, c'est le moment. On a encore parler aussi après, on va faire après. Du budget des prairiales, le budget de 2021. Bon, ben vas-y, fais le budget des prairiales. Et puis... Ouais. Pardon. Le budget analysé prairial fait partie maintenant intégrante du budget principal de la collectivité. Il paraît intéressant de s'arrêter sur les comptes de 2021. Au niveau des recettes, on retrouve principalement les dotations et participations telles que la subvention d'équilibre du budget principal de 2019 et 2021 et 2020,
Elle a été versée en recettes d'exploitation lors de l'exercice 2021, les produits des services du domaine et des ventes diverses. C'est pour ça que vous avez en recettes d'exploitation, vous avez la totalité, on a juste un peu d'autres recettes donc, qui sont en jaune là, qui sont, je vous ai dit, les produits des services du domaine et les ventes diverses. Donc les recettes de fonctionnement, on avait un produit de gestion donc, à 80%, le produit des services 16% et les produits exceptionnels 4%. Donc les dépenses de fonctionnement, concernant les dépenses de fonctionnement, on retrouve ici toutes les dépenses récurrentes de la collectivité. On y retrouve principalement les dépenses de personnel, les charges à caractère général et les autres charges de gestion courante. Pour l'exercice 2021, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à un montant total de 563 180 €. Elles étaient de 476 084 en 2020. Et les dépenses de personnel étaient en 2020 comptabilisées en charges de gestion, tandis qu'elles le sont maintenant en dépenses de personnel sur 2021. Donc, vous savez que bon, les crises, la pandémie 2020 et 2021 ont quand même largement pénalisé les prairiales pour le nombre pour les recettes. Alors on avait aussi, donc en dépenses réelles, on avait donc les caractères généraux 50%, charges de personnel 49% et charges exceptionnelles 1%. Alors, les investissements. Les dépenses d'investissement comptabilisent les frais de maîtrise d'œuvre imputés en immobilisation incorporelle et l'acquisition de matériel imputé en immobilisation corporelle. Donc, vous voyez, en 2021, bon, était quand même déjà plus élevé, enfin, guère plus élevé qu'en 2020, parce que voilà, c'était juste pour revenir sur les investissements, effectivement, des prairiales qui seront maintenant dans le budget principal de la commune. Donc, il n'y aura plus un budget à part, il n'y aura plus de M14 et de M4 en 2022. Voilà, monsieur le maire. Merci Jacques. Est-ce qu'il y a des questions sur... Oui, j'ai une question et je reviendrai après sur ce que vous avez dit, sachant que de toute façon on aura l'occasion de voter le budget bientôt, donc d'avoir le débat sur des lignes beaucoup plus concrètes. Vous n'avez pas évoqué la fiscalité en termes de taux. Or, il me semble que dans le DOP, c'est un élément qui doit être évoqué. Vous ne l'avez pas évoqué? Non, je parle des taux, monsieur le maire. Je parle des taux. Des taux de fiscalité. Les taux n'avaient pas changé par rapport à l'année d'avant, il y a 2 ans, etc. Oui, mais là, pour l'année à venir. Pour l'année à venir. Je ne l'ai pas vu. C'est indiqué, non? Je ne l'ai pas vu. Et je ne l'ai pas projeté, mais si je l'ai raté, il n'y a pas de souci. Parce que j'en suis désolé si je l'ai raté, mais pourtant j'ai bien regardé, mais... Est-ce que les taux sont maintenus? Est-ce que les taux vont augmenter? Les taux sont maintenus. Hein. Voilà, Il n'y a pas de problème, il n'y aura pas d'augmentation. C'était ma question, donc Ils c'est sont parfait. maintenus. Ceci étant dit, même si notre collègue a insisté à plusieurs reprises sur le fait que c'était une prévision, le BP reste aussi une prévision. Le seul élément qui n'est pas une prévision, c'est le compte administratif. C'est là qu'on voit réellement ce qu'il a dépensé. Donc, j'ai toujours dit ici et tous les ans que ce soit l'Europe ou que ce soit le budget prévisionnel, il faut y accorder une, comment je dirais, une relative, non pas malhonnêteté dans la présentation, mais dans les chiffres qui sont là aussi pour équilibrer les lignes, y compris sur les emprunts des fois qui n'ont que cette fonction. Ceci étant dit, même si c'est une prévision, il avait déjà été relevé l'an dernier qu'il y avait
des lignes qui étaient en augmentation. Vous l'avez vous-même indiqué, qu'il y avait la ligne personnelle qui est en augmentation, même si effectivement elle n'est pas d'autant qu'on aurait pu l'imaginer s'il n'y avait pas eu non plus des départs. Ça, vous ne l'avez pas dit, mais s'il n'y avait pas eu des départs de personnel, aujourd'hui le montant serait supérieur. Vous avez indiqué tout à l'heure qu'en 2022, il y aurait des embauches qui sont prévues. Donc, de fait, la ligne augmentera, même s'il y a des départs. Donc, on avait l'an dernier relevé une inquiétude. J'ai la même inquiétude, même si, effectivement, je n'ai pas dit que le budget ne permettait pas de faire certaines choses. Je ne l'avais pas dit l'an dernier, je ne le dirai pas cette année. Pour autant, je réitère l'inquiétude que j'avais l'an dernier. Les ratios ont baissé, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi qui l'ai dit. L'épargne brute a baissé, c'est vous qui l'avez dit, ça avait déjà été dit l'an dernier et vous aviez indiqué, j'ai ressorti les documents, qu'il fallait être vigilant et qu'il fallait faire attention. Vous avez dit tout à l'heure qu'il restait malgré tout tout à fait bon. Pas inquiétant encore, parce qu'il n'y avait pas eu non plus sur les années précédentes ces emprunts. On peut imaginer s'il y avait eu les emprunts, qu'est-ce qu'il en serait peut-être. Donc ça aussi, c'est de la prévision, avec toutes les limites de la prévision. Et puis l'investissement, donc 3 millions d'euros d'emprunts envisagés, ce qui va monter un endettement à 9 millions d'euros. C'est ce que vous avez présenté. Donc on va augmenter la durée de remboursement. Ça ne veut pas dire non plus, encore une fois, que la commune se trouve dans une situation financière catastrophique, je ne dis pas ça, mais je dis qu'à force de dire que tout va bien, tout en disant que les ratios baissent, que l'épargne but baisse, etc., je pense qu'il faut entendre aussi à un moment qu'il peut peut-être y avoir demain des difficultés, puisque la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, vous l'avez dit tout à l'heure, madame, baisse au fil des ans quand on regarde les budgets. Donc, ce qui complique la capacité de financement qui est la nôtre, et ce qui nous obligera à faire de plus en plus appel à l'impôt. Vous avez dit tout à l'heure que c'était 3 millions, il en faudra encore après, parce que si on fait le ratio des quelques dépenses que vous avez indiquées, ça couvre, les 3 millions sont déjà dépensés sur quelques temps. Pour autant, dans les prévisions que vous avez indiquées, il n'est pas indiqué l'église à 3 millions d'euros, il n'est pas indiqué les prairies à 4 millions d'euros. Je ne sais pas ce qu'il en est de ce qu'il faudrait faire sur la plaine et sur les terrains de sport, sur les bâtiments. Je rappelle qu'il n'y a pas de vestiaires pour les filles, je rappelle qu'il y a des vestiaires qui sont dans un état qui commence un petit peu à nécessiter une rénovation. Tout ça, ça n'apparaît pas là-dedans. Tout ça, ça n'apparaît pas. On peut parler d'autres éléments sur la commune qui se dégradent progressivement, et on peut le voir au travers des balades et des sorties. Donc, j'ai le sentiment que vous avez mis cet emprunt et ce financement à la fois sur le parking, la place Aristide Briand, et sur le parking en bas de stationnement. Je ne sais pas pourquoi vous continuez sur ce domaine-là, vous entêtez, vu la masse d'argent que ça va bloquer. Pourquoi pas, mais j'ai la sensation aussi que ça soit au détriment du reste. Vous avez dit tout à l'heure qu'en 2020-2021, au-delà du Covid, il n'y avait rien eu, il ne s'était rien passé. Au-delà de l'entretien obligatoire, il ne s'était rien passé. Donc je m'interroge, et ça n'apparaît pas non plus dans le cadre du PPI. Hein. On voit un PPI sur 3-4 points, mais on ne voit pas un PPI général sur tous les éléments que vous avez indiqués et sur toutes les études qui ont été menées. Ça se fera quand? L'église se fera quand? C'est programmé quand? À partir de quand? Pour combien d'années? Les prairiales, c'est prévu quand? Pour combien d'années? Les plaines sportifs, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est quel montant? C'est prévu pour combien d'années? L'entretien des écoles, l'entretien des bâtiments publics, quand est-ce que c'est programmé? Quand est-ce que ça se fera? Alors moi, je veux bien, et j'entends que on est dessus, ça va se faire. Mais le on est dessus, il dure. Il y a une maxime qui semble être l'ADN, dans l'ADN d'Épernon, c'est qu'il faut du temps pour faire les choses. Mais que le temps est peut-être plus long qu'ailleurs, parce qu'on n'arrive pas à décider ce qui prime ou ce qui prime pas. Alors la construction de bâtiments neufs, ça prime, mais l'entretien des bâtiments anciens, la remise à niveau, ça ne prime pas. Et en tout cas, si c'est le cas... Ne dites pas ça. Est-ce que je peux terminer? Je vous ai écouté. Non, mais ne dites pas ça. Est-ce que je peux terminer? Je vous ai écouté. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, j'ai le droit de le dire. On est bien d'accord? C'est ça le débat.
Sinon, il n'y a pas de débat. Il y a un silence dans la salle et tout le monde se tait. Merci. Donc, ce que je demande, moi, c'est au travers de ce que je vois. Maintenant, si vous avez une capacité à m'expliquer au travers des éléments, des chiffres, des projets qui ont été chiffrés, qui n'apparaissent pas là, qui ne sont pas apparus dans les éléments que vous avez donnés, si vous êtes capable de m'indiquer comment ils vont se faire et sur quelle durée, moi, je suis preneur et il n'y aura aucun souci. Ça veut dire que le débat n'était pas complet et que, à partir de là, le DOM, ce débat et les investissements n'étaient pas complets. Donc, voilà sur quoi je voulais vous interroger. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit, et c'est normal que vous ne le soyez pas, parce que vous essayez de développer votre politique et de l'expliquer. Moi, ce que j'ai repris, c'est juste des éléments de travaux que vous avez, vous, annoncés sur des problématiques. Les prairiales, on le sait tous. L'église, vous l'avez annoncé. Le terrain de sport, on est tous d'accord là-dessus. Donc voilà, je ne l'ai pas vu, je souhaite le voir, mais il va falloir faire des choix. Alors, je voulais vous dire, vous avez parlé tout à l'heure de 4 millions pour les prairiales. De toute façon, je ne sais pas si vous avez eu ce montant exact de 4 millions. Et deuxièmement, donc, on ne l'a pas prévu pour 2022. Donc c'est pour ça qu'on ne le retrouve pas dans le... Juste préciser, vous préciser une chose. Je ne m'avais pas échappé, justement, c'est ce que j'ai dit, c'est que je ne l'ai pas retrouvé dedans, et je ne l'ai pas non plus trouvé dans le PPI, que ce soit pour 2023, 2024, 2025, 2026. C'est ça le principe d'une programmation pluriannuelle. Là, vous l'avez dit, pour 4 lignes, jusqu'à 2022, 2023, et après, on ne sait plus. Donc, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est des choses qui ont été annoncées dans les commissions. Il n'y a pas de secret, c'est annoncé dans les commissions. Ce n'est pas un souci, mais non, je dis des bêtises, ce n'est pas 4 millions d'euros. Ça a été annoncé, hein, moi je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est 3,5 millions, c'est 3,5 millions. 3,8 millions TCC. Pardon? Oui, 3,8 millions TTC. Mais voilà, donc on est d'accord, 200 000 euros près, Alors, on est d'accord. On est d'accord. Non, mais je vous entends, monsieur Mais à un Husson. moment, moi j'attends que vous nous disiez comment vous allez réussir à faire tout ça. Non, Ah bon? attendez, je dis non, c'est pas ça. C'est que là, vous avez fait le paquet, là. On y va. Quand vous annoncez les chiffres, mettez-vous bien qu'on va aller d'abord, vous n'avez pas tenu compte des subventions. Par exemple, l'église, on compte bien monter jusqu'à 80% de subventions. Les prairiales, ça sera la même chose. Avant, parce que ça, il ne faut pas mettre le chiffre 3 millions, les 3,8 millions. Avant, non mais, faut être sérieux, quoi. Bon, maintenant, si je suis devant vous, c'est que lors des élections, c'est un programme que on a annoncé. Donc je maintiendrai mon programme. D'accord? Maintenant, vous dites, je sais pendant des années que la commune fait du neuf, mais entretient pas. Je regrette. La rue du Général Leclerc, la rue Bourgeoise, tout ça, c'est de l'entretien, ça. L'église, quand vous dites l'église, on a dit tout à l'heure, on va lancer justement, on met 100 000 euros, c'est de l'entretien. Les prairiales, vous l'avez sans cesse de dire, il n'y a pas d'entretien. C'est un entretien, les prairiales, et ça va être des phases. On ne va pas tout de suite mettre 3,8 millions, comme vous dites, TTC, ça va être phasé. D'accord? Il y aura des priorités. Voilà. On va y aller par étapes. Donc vous êtes d'accord avec moi? Effectivement, c'est de l'entretien, sauf que les prairiales, si vous pouvez juste me rappeler l'année de construction, et là vous allez le phaser à partir de je ne sais toujours pas quelle année, ça veut dire que pendant combien d'années il ne s'est pas, non pas, vous n'avez pas fait de travaux, mais il ne s'est pas passé d'entretien conséquent sur cet endroit-là. Sur la plaine sportive, ça fait combien d'années qu'il ne s'est pas passé de travaux? Je ne parle pas que de la pelouse, enfin du terrain synthétique qui a été refait, je parle sur tout le reste aussi. Alors, il va y avoir une étude. Voilà, c'est tout. Les subventions, oui, je me doute bien que vous allez en chercher, bien sûr, vous le mais savez c'est bien, ça, vous phaser savez les bien choses, qu'on va pas. sauf que vous n'en parlez pas. Il faut en être conscient. Bon, maintenant, les travaux des complexes sportifs. Bon, ok. Là, on va faire une étude, justement, concernant les vestiaires. On va y travailler. Mais vous savez qu'un mandat, c'est court. On est bien d'accord. On ne pourra pas tout faire. Mais il y a des priorités. Les priorités, je les mets dans mon programme. Ça va être le bourg-centre, vous le savez très bien. La place Aristide-Briand, vous en êtes conscient? Vous le savez, ça? Pardon? Oui, mais il y a eu le Covid, là, Madame Marchand. Pendant 2 ans, on n'a pas pu faire ce qu'on a voulu. Il y a eu le Covid. Non. Tout ça, et je ne suis pas le seul. Hein. On n'est pas les seules communes à avoir que ce soit ralenti, quoi. On a subi. Maintenant,
J'entends, vous ne cessez de dire l'entretien. On va entretenir, bien sûr, mais on ne peut pas tout faire. Vous vous rendez compte de ce que vous avez annoncé? Je vous ai juste annoncé ce que vous connaissez et Oui. ce dont il conviendrait de faire. Oui. D'accord? Oui. C'est pas moi qui ai fait les études, c'est vous qui les avez lancées, c'est Oui. vous qui connaissez le chiffrage, donc là-dessus, Oui. on est tout à fait clair, on n'est pas sur des projets qui n'existent pas. Ces projets, vous les avez. Voilà, donc j'en parle parce qu'il semble important de les faire avant que demain, ces projets-là coûtent plus cher. Je pourrais parler de la maison du change. Ça va être fait. Ça fait depuis combien d'années, monsieur Bello, on en parle de cette maison La du change? maison du change. La maison sur la place des changes, à Pan de Bois. À Point de Bois, Oui, on va en ça fait- parler tout à l'heure, justement. Non, mais justement, là, c'est On prévu, va en je parler l'ai tout vu. à l'heure. Mais ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années Ah, qu'on en mais parle? je Mais sais. non, mais voilà, Mais- je peux juste... Oui, je- mais ne dites pas qu'on n'est pas dessus. On est dessus, justement. Ça fait combien d'années? Mais si, on Enfin, avance. je- On avance. Écoutez, Monsieur Bellhomme, oui, moi j'ai juste deux remarques à faire. C'est que, de mémoire, je ne crois pas me tromper parce que j'ai encore une bonne mémoire à mon âge, la rénovation de la place Aristide-Briand, elle était déjà la place centrale dans le projet de 2014, quand je me suis présenté aux élections dans votre majorité, et elle était à nouveau prévue en 2020. Bon, voilà, donc c'est juste une remarque. Par rapport pour l'église, quand on a été installé en juin 2020, quand j'ai pris la parole juste pour dire qu'il y avait 3 dossiers qui me paraissaient vraiment prioritaires, c'est en effet l'église, avec en effet les fuites quand il pleut, les fuites d'eau le long des piliers qui endommageaient beaucoup l'église. Et j'avais déjà donc alerté comme dossier prioritaire, me semblait-il, dans les 3 priorités, donc en juin 2020. Voilà, c'est tout. Bon, écoutez, je vous entends. Voilà. Bon, c'est un débat, comme vous dites, monsieur Estampe, je suis d'accord. Bon, ben l'église, on est dessus. Mais vous savez très bien, c'est pas en claquant du doigt que ça va se faire du jour au lendemain. monsieur le maire, Vous en êtes conscient de ça? j'entends bien. Moi, je veux juste, pour clôturer ce débat-là, parce qu'on Alors, ne va pas se maintenant, répéter les choses. La place mais Aristide-Briand, je juste- suis bien d'accord. Oui. Excusez-moi, mais vous connaissez le problème en ce moment du centre-ville. La rue Oui, de oui, Boué, je vous connaissez ce connais, problème. mais On va être encore bloqué 1 an d'ailleurs. Oui, je sais. Et je vous donnerai d'ailleurs, ça avance. Ne vous inquiétez pas, ce soir, je ne peux pas vous le confirmer, mais je peux vous garantir que ça avance. Mais ça bloque. Si cette rue n'est pas ouverte, je ne peux rien faire, place Aristide-Briand. Il faut en être conscient. Mais j'en Il faut suis... en être conscient quand même. Monsieur Bello, partez pas du principe qu'on est des gens inconscients parce qu'à un moment, on évoque d'autres Mais éléments. on est tous conscients. Bon, tant mieux. Voilà. Moi, je parle de projets, encore une fois, Mais que vous connaissez. Mais je vais clôturer, moi, pour ce qui me concerne, ce débat-là. Je voulais juste dire à vos collègues élus, jeunes élus qui sont là, quand je dis jeunes, c'est parce qu'ils viennent juste d'être élus, que quand je dis ça, il ne faut pas qu'ils pensent que je m'adresse à eux. Je m'adresse à vous, monsieur le maire, parce que, comme vous dites, vous étiez là précédemment, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure. Donc, à partir de là, vous faisiez partie d'une équipe qui a voté, qui était de majorité, il n'y a pas de souci, qui a voté des projets, il n'y a pas de souci, mais aujourd'hui, vous en héritez. Donc, il faut aussi, à un moment, assumer cet Ah, héritage. mais je ne Mais sauve pas, c'est vous bien pour ça que inquiétez je le pas, dis, et que pour le reste, que les personnes les autres élus qui pourraient se sentir visés, ils ne sont absolument pas visés par quoi que ce soit, il n'y a rien de personnel là-dedans, mais c'est aussi ça débattre que de dire, vous allez faire du neuf, mais attention au reste avant que ça tombe, c'est tout. Je voudrais répondre à M. Hammer. Tout à l'heure, vous avez parlé, M. Hammer, de la place Aristide-Briand. Vous avez dit que c'est des prévisions de 2014. Je vous signale simplement que nous avons été élus il y a 2 ans, en 2020. Donc, oublions 2014, s'il vous plaît. Voilà. C'est un peu facile. C'était dans votre programme de 2014. Le programme de Madame Ramon, c'était quand même un programme que Madame Ramon a mis en avant. Oui. J'ai quand même de bonnes références, quand même, non, Non, mais vous avez une bonne 2014, mémoire, quand même. monsieur Hamar. Bah oui, Ouais, mais quand vous même. jouez sur les mots, là. Vous jouez sur les mots. Non, mais je dis que Non, c'était mais dans voilà. votre programme Non, de moi, 2014. ce que je veux Voilà. dire, non, mais c'est très bien, on débat, c'est parfait, on est là pour... c'est trop facile, Mais ce que je veux dire, c'est que vous savez très bien qu'on a un programme, ce programme, il a été présenté, c'est celui-ci que je vais faire pendant mon mandat. OK? Maintenant, il y a l'histoire de l'Église, je l'entends, on est dessus, 100 000 euros, et puis on va avancer. Mais
Voilà, mais on a, comment dire, les services techniques, on a changé toutes les fenêtres, parce qu'on travaille sur l'isolation aussi, sur l'énergie. La mairie, on va y mettre 300 000 €. On va changer toutes les fenêtres. Ça, c'est de l'entretien. On est bien d'accord. Vous voyez, je suis conscient, il faut l'entretenir maintenant. On en est là. Maintenant, bon, maintenant, j'entends depuis un petit moment le patrimoine, en ce moment, ça tombe, il y a des murs et tout. Oui, alors attendez, je vais vous dire une chose. Non, mais c'est pas nouveau. Mais ça, déjà, je regrette de le dire, mais c'est du privé, monsieur Estan. Non, non, attendez. Mais quand même que la commune, elle a quand même mis, elle a mis 100 000 €, une ligne de 100 000 € pour aider au niveau, parce qu'on est SPR et on aide des propriétaires jusqu'à 5 000 €. Allez me chercher une commune ailleurs qui le font. Non, mais je vous le dis, moi. Allez chercher une commune ailleurs qui le font. Bon, donc, on fait un Aujourd'hui, effort, ces dispositifs, on les trouve partout. On les trouve alors partout. moi, il y a un moment, je dis... non, non, mais... attendez, il faut savoir aussi quand même le dire, non? Ouais, mais c'est parfait de le faire, et vous savez ô combien je Donc ça, soutiens, c'est et j'irai même, moi, en ce qui vous concerne, vous savez bien que j'irai plus loin dans cette démarche pour soutenir pour soutenir les propriétaires, pour qu'ils soutiennent la commune, et qu'ils se sentent un peu plus responsables aussi de leur façade dans les communes. Néanmoins, c'est des dispositifs qui aujourd'hui, en France et à l'étranger, sont extrêmement largement répandus. Il y a énormément d'endroits où on le trouve. Alors, maintenant, moi, quand j'entends ce soir, j'ai l'impression qu'on a une commune qui part dans tous les sens, qui est délabrée. Ben, moi, je regrette. Hein. Moi, je suis fier de cette commune. Je suis fier d'Épernon. Parce que combien il y en a qui voudraient bien venir à Épernon? Je vais vous dire, le complexe sportif, je veux bien l'entendre, mais on a quand même fait des sols, on a mis un terrain synthétique quand même. On l'a changé. Ne l'oubliez pas. Je l'ai dit tout à 500 000 l'heure. €. Je l'ai dit tout à l'heure. Ne voyez ce que je veux dire? caricaturez pas ce que j'ai dit. Mais J'ai si, jamais dit que la mais si, commune. j'entends, Non, mais moi, je vous le rappelle. J'ai jamais dit que la commune était délabrée. Bah, moi, à entendre, j'ai l'impression que Ah non, mais y a rien vous, qui va. non, alors, vous avez un problème, parce que j'ai jamais dit que la commune était délabrée. J'ai dit qu'il y avait des lieux, encore une fois, je vais radoter, j'en suis désolé pour les gens qui nous écouteront. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait l'église, vous en êtes d'accord puisque vous avez mené une étude et vous savez ce qu'il y a à faire dessus. J'ai dit les prairiales, vous en êtes d'accord parce qu'il y a une étude qui a été menée dessus et tout le monde s'accorde à dire que depuis que ça a été fait, l'ensemble n'a pas été aménagé. Je dis ça, je ne dis pas que c'est délabré, je dis qu'il y a des choses qui n'ont pas été entretenues. Je vous accorde le droit de me dire que j'ai tort, mais tout le monde peut le constater, aussi bien quand les gens vont à l'église, aussi bien quand ils vont s'asseoir parce qu'après ils voient les choses. C'est tout, c'est ça que je dis. Ne dites pas que j'ai dit que cette commune était délabrée. Je n'ai jamais dit ça. Non, vous entendez ça, je ne l'ai jamais dit. Écoutez bien ce que je dis, je fais attention aux mots que j'utilise. Mais bon, ok, non, mais j'entends. Mais maintenant, il est un fait que bon, il y a des priorités, voilà. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir une visibilité. Et quand Bruno parle d'un cadençage, bon, je ne sais pas si c'est le mot existe, mais en tous les cas d'un chiffrage, et même avec différentes thématiques, et qu'on sache un peu où on va, quitte à ce que ça bouge, quitte à ce que ça change, ça peut se comprendre, mais au moins on sait où on va, et puis on peut expliquer que tel projet qu'on devait mettre à telle année, ben on va le décaler pour telle raison. Voilà, c'est cette visibilité-là qui, moi, me manque dans ce rapport. Oui, non, mais d'accord, Madame Marchand. En fin de compte, c'est le PPI, en fin de compte. C'est le PPI. C'est ça. On est d'accord. Oui. Non, mais... Vous faites votre programme, vous avez le droit, et j'entends et je le conçois tout à fait. Concevez qu'on puisse, nous, avoir peut-être des priorités qui seraient différentes, mais on n'est pas dans la majorité. On ne ferait peut-être pas les choses comme ça, mais on n'est pas dans la majorité. Et que le débat, c'est aussi de le dire, parce que nos concitoyens ne partagent pas la totalité de votre idée, ce que je dis, on l'a vu dans les chiffres, et que tous les jours, il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent ça ne me va pas, ça ne me va pas. Et pourquoi? C'est tout. Je vous le dis, vous l'entendez pas, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Mais ne caricaturez pas ce que j'ai dit, surtout. J'essaie de l'éviter avec vous, ne le faites pas avec moi. D'accord, ok. Non, ben voilà. Bon, ben écoutez, très bon débat, très bien, pas de souci. Pas de souci, on est là pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions au sujet du DOP? Non? C'est bon? Bon, alors là, c'est pas un vote, hein, je crois, c'est un avis.
Un débat. Ok, on prend acte. Voilà, donc, comment dire, je vais demander à Madame Galland, je la remercie pour le travail qu'elle a fait. Voilà, merci beaucoup. On va vous laisser pas rentrer, hein, je pense que vous n'êtes pas d'ici non plus. Et merci beaucoup. Hein. Merci. Bon, maintenant, on va passer aux décisions dans le cadre des délégations de pouvoir consenties au maire par le Conseil. Alors, il a été sollicité une demande de subvention au titre du contrat régional de solidarité territoriale, c'est-à-dire le CRST, pour des travaux d'aménagement d'une liaison 12 entre Épernon et Anche à hauteur de 80%. Vous voyez, la liaison, c'est celle qui va emmener, c'est pour les élèves et entre autres les riverains aussi qui vont aller jusqu'au lycée. Donc, le coût total est de 142 000 €. Alors, les recettes, c'est... Alors, le CRST, ça sera de 113 600 000 €. Ça fait 80%. Et les fonds propres, la commune, 28 400 €. Ça fait un total de 142 000 €. Il a été sollicité aussi, c'est-à-dire un FDI, un fonds départemental d'investissement pour le rajeunissement du fonds des livres documentaires pour la médiathèque municipale à hauteur de 70 €. Donc le coût total, j'ai dit quoi? 70%. Excusez-moi. On est dans les chiffres. 70%. Alors le coût des travaux hors taxe, hein, le montant est de 2 268 €. Alors le FDI de 70%, voilà, qui est de 1 587,60 €. Les fonds propres, 680,40 €, cela représente 30%. On sollicite aussi une subvention, la dotation de soutien d'investissement local, le SDIS, oui c'est ça, pour la plateforme de dématérialisation des droits de place à hauteur de 20%. Alors le coût des travaux, 4 528 €. Alors on demande une subvention à 20% de 905 €. Des fonds propres, 3 623 €. Cela représente 80% de fonds propres. Il a été sollicité une demande de subvention au titre de dotation de soutien à l'investissement local. L'acquisition de 13 ordinateurs portables et leur licence à hauteur de 20%. Le coût des travaux alors, représente 15 303,73 €. La subvention du ZIL est de 3 060 €, 20%, et les fonds propres, 12 243,73 €. Cela représente 80%. On sollicite aussi une demande de subvention pour la rénovation d'équipements publics des bâtiments scolaires, comme vous voyez, on l'entretient, le fonds départemental d'investissement, le FDI, à hauteur de 30% d'une part, et au titre de la dotation de soutien à l'investissement local, à hauteur de 20% d'autre part. C'est-à-dire que le montant du coût des travaux est de 11 740 €. La subvention demandée est de 2 348 €, 20%. Le FDI, 3 522 €, 30%. Et les fonds propres, 5 000, ça représente 5 870 €. Voilà. Donc, on est à la recherche des subventions. Maintenant, on va passer aux affaires générales. Désignation d'un élu correspondant sécurité routière. Alors ça, c'est la lettre du préfet que nous avons reçue. Considérant que depuis plusieurs années, la politique de la sécurité routière a permis de réduire la mortalité routière, les résultats de l'année 2020 en Eure-et-Loir en témoignent. Le contexte sanitaire ne doit pas occulter qu'ils sont le fruit d'un effort collectif qui s'inscrit dans la durée. Ainsi, en 2015 et 2019, ce sont 10 vies qui ont été épargnées par rapport à la période de 2010-2014. Considérant que l'engagement des municipalités dans la lutte contre l'insécurité routière a été formalisé par la signature d'un document général d'orientation 2018-2022 par Madame le Préfet d'Eure-et-Loir,
le procureur de la République, l'Association des maires d'Eure-et-Loir et le conseil départemental. Elle se traduit également par la désignation d'un conseiller municipal spécialement chargé de la sécurité routière, interlocuteur privilégié sur ces sujets. Une fiche présentant les missions de l'élu de sécurité routière est annexée. Donc vous avez une fiche, vous avez été annexé. C'est ainsi qu'il est le correspondant privilégié des services de l'État et veille à la diffusion des informations relatives à la sécurité routière, ainsi que sa prise en charge de la collectivité. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à désigner M. Jean-Joseph, élu correspondant sécurité routière, pour assurer cette mission. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai une question, il n'y a pas de souci pour notre collègue, mais c'est toujours étonnant dans les délibérations. On voit des choses et on se demande comment c'est calculé. Comment ils ont calculé qu'il y a eu 10 vies d'épargnés? Pardon, comment ils ont Calculé, parce qu'ils mettent, ce sont 10 vies qui ont été épargnées. C'est quand même étonnant qu'on puisse avoir cette certitude-là. C'est juste une interrogation. Oui, non, d'accord, oui, effectivement. Je sais pas. Je sais pas comment. Tant mieux, mais pourquoi 10 quoi? Pourquoi 10 vies? Comment ils font leur calcul? Je sais pas. Bon. J'entends pas, Eric. Il faut questionner Stéphane Lemoine, qui est le vice-président chargé des routes, qui a toutes les données sur les calculs de la sécurité routière. La sécurité routière? Oui, il a tous ces chiffres-là, Stéphane. D'accord. Ok. Mais il y aura pas. Il faut poser la question. Hein. On va poser la question. Donc voilà, donc je pense qu'il est important qu'on ait un élu, M. Jean-Joseph, parce que c'est intéressant d'avoir justement un correspondant et que vous nous apportiez justement... voilà une question justement, là, c'en est une, sur les divis. on va vous confier la mission. Donc voilà, si vous en êtes d'accord, qui est-ce qui est contre, qui s'abstient et qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Merci Jean. Maintenant, on va passer au transfert de charges de révision d'attribution de compensation. Alors, considérant que la CLET s'est réunie pour évaluer le transfert du multi-accueil de Pierre de la communauté de communes et pour réviser le montant de l'attribution de compensation de la commune donnée sous Zono, considérant le rapport de la CLET doit être approuvé par délibération concordante à la majorité qualifiée, c'est-à-dire par 2/3 au moins du conseil municipal des communes intéressées, représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population. Sur l'exposé présenté, après avoir délibéré, vous êtes invité à approuver le rapport de la CLET portant approuver le rapport de la CLET portant transfert du multiple accueil de Pierre de la communauté de communes et révision du montant de l'attribution de compensation de la commune donnée sous Zono. Donc vous aviez en pièce jointe le rapport de la commission locale chargée d'évaluation des charges. Donc si je me rappelle, voilà, vous avez... Alors, je regarde ça. Vous aviez un tableau. J'espère. Et ce tableau, vous avez toute la liste justement concernant la DGF. Donc, on est sous Zono, vous avez, c'est-à-dire moins 17 739 €. On transfère 8 150 €. Vous faites la soustraction, ils n'auront que 9 589,95 €. Et Pierre, ils avaient 315 260 000 €, moins 11 018,34 €, sur un transfert de 204 241,66 €. Je peux vous rappeler aussi que là, j'en profite, que Épernon toucheront 3 611 341,44 €. Vous avez le tableau devant vous, si vous l'avez vu. Bon, ben ça, c'est
C'est obligatoire, et on est obligé de le valider. Hein. C'est la communauté de communes, c'est la CLED, ce sont des transferts. Dès qu'il y a un transfert, on est obligé de le délibérer. Donc, si vous avez des questions à poser à ce sujet, non. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du Conseil, merci. Création d'un comité consultatif pour la maison en pan de bois. Considérant que le Conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune, ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil, notamment des représentants des associations locales. Considérant que sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Considérant que chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal désigné par le maire. Considérant que les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel il a été institué. Donc avant de vous nommer les personnes, j'ai voulu, parce qu'on parlait tout à l'heure de la maison pan de bois, effectivement, on y travaille dessus, mais sachez que, qu'est-ce qu'on veut en faire? Voilà. Vraiment, moi je dis actuellement, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va y mettre? On ne sait pas. Donc, avec la DRAC, je les ai contactés, il faut savoir que si on veut des subventions, il faut savoir ce qu'on veut faire. Sinon, c'est même pas la peine de demander. Hein. Donc, j'ai fait appel à un bureau d'études, IDECLIC, et que vous connaissez bien, que le responsable, c'est M. Lauriette, qui m'a fait un devis. Et j'ai voulu qu'il y ait un groupe de travail, mais que ce soit une personne neutre qui anime ce groupe de travail. Que ce ne soit pas moi, parce que je n'en ai pas les compétences. C'est un métier. Voilà. Donc, il y aura des ateliers. Voilà, ce devis, je pourrais vous le passer d'ailleurs. Je ne l'ai pas sur moi, là. Il y aura des ateliers. Et à la fin, eh bien, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que la maison en pan de bois. C'est global. Voilà. C'est tout un ensemble. Qui d'ailleurs, M. Lauriette, je lui ai dit comme ça qu'il y avait aussi une étude au sein de la communauté de communes concernant les tiers-lieux. Donc, tout ça, ça va se lier. Parce que la maison en pan de bois, il n'est pas question qu'elle soit seule là-haut, il faut qu'elle soit reliée. Il se peut qu'elle peut être, on va voir, hein, selon l'étude, selon qu'il peut y avoir un rapport avec le conservatoire, il peut y avoir avec... parce que sachez que quand on dit un tiers-lieu, c'est que la communauté de communes, là où elle est actuellement, va partir, bien entendu. Hein, elle va aller là, ici, pas trop loin d'ici, et le bâtiment qu'elle occupe, je dis aujourd'hui, là, ce soir, il ne sera pas question de le vendre, c'est un patrimoine, c'est sacré. Donc, il va falloir mettre... Qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur? Alors, je vous dis tout de suite, un tiers-lieu, c'est coworking, c'est des associations, c'est tout ça. Et tout ça va être relié, je considère, c'est une idée comme une autre, hein, mais que la maison en pan de bois est aussi une relation. Ça peut être tout un ensemble. Maintenant, je dis bien, on va démarrer à zéro. Donc ce soir, je vais vous annoncer les noms du groupe. J'ai appelé tout le monde, toutes les personnes que je vais annoncer, qui sont d'accord. Certains ont été ravis. Et à partir de là, j'appellerai M. Lauriette et on commencera les réunions. Ce sont des ateliers. Donc, voici la liste. Moi-même, Belhomme François, Madame Charrier-Hélène, élue municipale décoratrice patrimoine, c'est ça? Enfin, voilà. Madame Féjean Nathalie, elle est sculptrice. Elle n'est pas élue, hein, elle est indépendante. Anne Beugère Christine, adjointe à la vie culturelle, il me semble que c'était logique. Marchand Isabelle, élue municipale sculptrice, j'ai mis, c'est ça? Voilà, je considère que, voilà, vous devez en faire partie. Madame Ramon Françoise, présidente départementale des petites cités de
péticité de caractère, c'est ça. Voilà. Ronald Eric, conseiller municipal délégué à la vie associative. Pourquoi Eric? Parce que tu connais très bien ici l'historique, tu étais au conservatoire. Tanguy Christian, qui est le président de l'association Épernon et Patrimoine et Alentour. Bout Françoise, association AME. Bon, je l'ai appelée, elle a été ravie quand je pensais à elle. Elle m'a dit, voilà, je suis ravi de travailler pour vous. Monsieur Pavel Pascal, l'association des remparts d'Épernon, parce que je pense que, voilà, on en a pas mal discuté. Bon, ben, la commune l'intéresse énormément, et la maison Pan de Bois, entre autres. Et j'ai pensé aussi aux commerçants. On ne pouvait pas les mettre de côté, les commerçants. Ce n'était pas possible. Donc j'ai appelé Madame Bénédicte Lesage, Club 3C. Elle a été surprise, mais très ravie que je la mette dans le groupe. Parce que ben, les commerçants participent à notre vie communale, et je considère qu'ils devaient en faire partie. Donc voilà le groupe, ben, l'équipe qui va travailler pour réfléchir ce qu'on va faire de cette maison en pan de bois. Comment on va l'occuper. Mais avant toute chose, bien entendu, il y a des travaux. Mais voilà, si on veut des subventions, si on veut obtenir... voilà. Donc, si vous en êtes d'accord, voilà, vous avez des questions à poser. Qui est contre cette liste? Qui s'abstient? Pardon, allez-y, allez-y. Déjà, vous dire merci de m'avoir intégré dans le groupe. Ce que je vais dire, c'est quelque chose que j'ai envie de soumettre au groupe, justement, notamment le fait, vous le savez, que par rapport à l'art, je suis sensible avec l'organisation des journées des métiers d'art à ce sujet, et que ce que j'aimerais, mais pareil, ça c'est quelque chose que je soumets à la discussion, c'est que ce soit un espace qui soit lié à l'art et la matière, parce que c'est tout à fait d'actualité. Ça, c'est la première chose. Qu'au-delà des idées qui ont été évoquées, de faire des résidences, de donner des cours, etc., moi, ce que j'aimerais, c'est que ce lieu, au-delà de ce que vous expliquez, que ce soit un peu qu'il y ait des liens avec d'autres structures, c'est surtout que ça rayonne en dehors d'Épernon. Ça, c'est vraiment mon souhait. On a des ressources en interne, je dirais, locales, qui connaissent très bien le milieu des artistes et des artisans d'art, puisque maintenant les choses sont souvent un peu imbriquées, et qu'on a même des gens qui ont la capacité à faire venir des artistes nationaux, voire internationaux. Et on a des collectionneurs à Épernon, et moi je formule le vœu qu'en fait on utilise un peu ces ressources qu'on a sur le territoire, et notamment on a la capacité à faire des partenariats avec des structures, dont une qui se trouve en Belgique, qui est sur l'art et la matière. Vous pourrez regarder, j'ai oublié son nom, Elevenstein, voilà, à Bruxelles par exemple, qui est complètement dans cette logique-là. Donc c'est quelque chose que je soumets à la discussion. Et le dernier vœu que je formule, c'est que cette maison s'appelle la maison Lydia d'Elektorskaya. Voilà. Voilà, tout ça, c'est un travail. Bon, sachez ce que vous aviez dit. Moi, je sais que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, hein, Dominique et puis Eric, nous sommes allés à la Ferrière en Gâtinais, hein, c'est bien ça. Donc, justement, c'était très intéressant parce qu'ils avaient un réseau, justement, des métiers d'art. Voilà. Donc, c'est ça, mais ce que je propose, c'est d'aller vraiment beaucoup plus loin là-dessus. Et vous verrez, j'aurai l'occasion de partager la structure dont je parle de Bruxelles. Si c'est ça, mais ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment l'idée. Si on fait venir des artistes internationaux, c'est autant de gens d'ailleurs qui vont se déplacer et qui vont faire rayonner la ville. Voilà. Et ça doit profiter aussi au local, hein, évidemment. Bien sûr. Mais justement, c'est ça aussi la démocratisation de l'art. C'est permettre que des choses qu'on n'aurait jamais l'occasion de voir parce qu'on n'est pas versé là-dedans, et on puisse voir des artistes internationaux. On en fait venir parfois à côté de chez nous. Ce serait dommage qu'on n'en profite pas. Je vous entends. Mais c'est pour ça, il ne faut pas qu'on rate justement le coche. Ça va être un groupe, il y aura beaucoup de réflexions. Par contre, mon idée là, c'est que si c'est monté dans 15 ans, le temps aura passé, le projet ne traînera plus la route. Non, on avance. On avance. Ok, bon, je suis passé au vote, hein, oui, j'ai fait. Ok. C'est bon? J'ai voté ou quoi? Non, on n'a pas voté, excusez-moi. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour?
L'ensemble du Conseil? Merci. Maintenant, on va passer aux ressources humaines. Création de postes de modification du tableau des effectifs. Rapporteur, Madame Armelle Théron-Caplin. Bonsoir à toutes et à tous. Considérant la nécessité de créer des postes pour les avancements de grade 2022, considérant la nécessité de créer des postes de renfort en cas de besoin imprévu et imminent ou en cas d'inscription sur les listes d'aptitude des concours ou de la promotion interne, considérant la nécessité de créer un poste technique afin de remplacer un agent en congé pour indisponibilité physique, considérant la nécessité de créer 2 postes à temps non complet pour assurer les missions de ramassage scolaire, considérant la nécessité de créer 2 postes d'adjoint technique pour faire face à des besoins saisonniers, considérant la nécessité de créer 10 postes de vacataires pour assurer les missions de jury de concours de l'école de musique municipale, considérant la nécessité de créer un poste de brigadier chef principal afin de remplacer un gardien de police municipal quittant la collectivité par voie de mutation, considérant la nécessité de créer des postes sur plusieurs grades de la filière technique dans le cadre de recrutement du responsable du complexe sportif. Donc, afin d'anticiper les besoins de la collectivité en matière de postes budgétaires, il est proposé aux membres du conseil municipal de créer donc les postes suivants. Est-ce que vous souhaitez que je vous fasse toute la lecture de tous les articles ? Ça reprend les premiers textes de la délibération jusqu'à la fin de l'article 8. Donc, sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à décider de créer des postes budgétaires mentionnés ci-dessus, acter les modifications du tableau des effectifs que vous avez en annexe et acter que les crédits nécessaires sont prévus au budget prévisionnel. Voilà, monsieur le maire. J'ai 2 questions, s'il vous plaît. Sur l'article 7, est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement pourquoi brigadier chef, etc. Et j'aurai une question après sur l'article 8. Alors, pardon, sur l'article 7, dites-moi. Vous dites qu'il est proposé de créer un poste de brigadier chef principal. Oui, pourquoi parce que c'est à tout prix un poste de brigadier chef principal? Tout simplement pour le remplacer, celui qui part en mutation. Qui est brigadier chef principal? Tout à fait. Et pourquoi vous voulez le remplacer par quelqu'un qui a le même grade que lui? Pourquoi c'est pas, je sais pas, un policier municipal qui a un autre grade qui débute, je sais pas. A priori, dans la délibération, c'est prévu de la sorte. Oui, pourquoi? Parce qu'on a déjà quelqu'un en vue aussi. Ah, voilà. D'accord. Voilà. Pour l'instant, c'est pas fait, donc voilà, tout simplement. Parce que c'est spécifique quand même. Oui, tout à fait. Pardon? Mais c'est pour la police municipale, hein, c'est pas pour la SVP. Hein. Oui, j'ai bien compris. Voilà. Oui, j'ai bien compris. C'est pour ça que je posais la question justement, oui, parce que pourquoi ce grade-là spécifiquement? Et sur l'article 8, proposer de créer des postes dans la filière technique en vue de recrutement du futur responsable du complexe sportif, sans donner de nom, c'est quel responsable? C'est celui qui habite donc il s'en va sur place. Il part à la retraite. Alors, et il a déjà prolongé en fait. D'accord. Il a déjà prolongé son temps et là il part à la retraite puisqu'il attendait que son épouse soit aussi à la retraite pour partir ensemble tout simplement. Donc il s'en va. Oui. Et donc il y a aussi la question du logement. Exactement. Il y a plusieurs questions en une. Tout à fait. C'est-à-dire, je dis là ce soir, c'est qu'on remet un gardien. Je posais la question après. Moi, ça va être libéré, mais on remet une personne à l'intérieur. Voilà. D'autres questions? Non? Vous avez en annexe le tableau. Hein.
Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Mise en place de vacations à l'école municipale de musique, jury de concours. Ça, c'est tous les ans, on est obligé d'y passer. Armelle Théron-Caplin, rapporteur. Merci, monsieur le maire. Considérant que l'activité accessoire et la vacation représentent une activité limitée dans le temps, occasionnelle, périodique et ne pouvant pourvoir un emploi permanent, même à temps non complet, quelle que soit la quantité de travail. Considérant que l'activité publique accessoire peut être exercée soit en qualité d'agent contractuel nommé sur un emploi non permanent pour faire face à des besoins occasionnels, soit en qualité de vacataire pour une période ponctuelle et limitée dans le temps. Considérant que la délibération numéro 2019-22 du 4 mars 2019 précitée n'avait d'effet que pour l'année 2019, considérant qu'il y a eu lieu de voter à nouveau la délibération en indiquant les taux de vacation brute correspondant au montant net voté pour la précédente délibération, il est proposé de fixer la rémunération des vacations sur la base d'un forfait journalier selon la durée des évaluations comme suit. 83 € brut pour une durée comprise entre 5 et 7 heures, 111 € brut pour une durée supérieure à 7 heures jusqu'à 9 heures, 139 € brut pour une durée supérieure à 9 heures, sans jamais dépasser 10 heures, correspondant à la durée maximale de travail effectif quotidien. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à fixer les taux de vacation selon les montants bruts indiqués ci-dessus et acter que les crédits nécessaires sont inscrits au budget prévisionnel, chapitre 012. Voilà, monsieur le maire. Bon, comme je vous l'ai dit, tous les ans, il y a des concours, donc il faut un jury. Donc, voilà, si vous avez des questions à poser sur ce sujet. J'imagine que s'il n'y a pas eu de délibre en 2020-2021, c'est qu'il n'y a pas eu de concours. Exactement. Malheureusement. Eh oui. J'espère que là, ça va le faire, il n'y a pas de raison. On est d'accord. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Maintenant, on va passer à l'urbanisme. Acquisition d'une parcelle de voirie non bâtie, cadastrée section AD 86, appartenant au propriétaire riverain de l'impasse des Lilas. Rapporteur Armelle Théron-Caplin. Considérant l'intérêt pour la commune de récupérer dans le domaine public communal une parcelle de voirie privée donnant accès notamment aux jardins communaux, considérant l'estimation de France Domaine en date du 21 janvier 2022 de la parcelle de voirie privée de l'impasse des Lilas, cadastrée AD numéro 86 d'une valeur vénale de 4 700 € hors taxe, considérant l'acceptation des 4 propriétaires riverains de la parcelle AD numéro 86 pour cession à la commune de la parcelle AD 86 située impasse des Lilas d'une surface totale de 416 m² pour une valeur de 1 € hors taxe, donc soit 4 € au global pour 4 riverains, considérant l'avis favorable de la commission d'urbanisme en date du 12 janvier 2022. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver l'acquisition de la parcelle AD numéro 86 située impasse des Lilas d'une superficie totale de 416 m² pour une valeur de 1 € hors taxe par propriétaire riverain, confier la rédaction de l'acte à intervenir à Maître Languedoc, notaire à Épernon, tous les frais pris en charge par l'acquéreur, et charger monsieur le maire ou son représentant de prendre tout acte et de signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Donc, vous voyez où ça se trouve, rue de la Madeleine, où il y a les jardins communaux. Donc, pour aller aux jardins communaux, on était passé dans une impasse dans le privé. Donc, ça devenait impossible. Il y avait des stationnements sauvages, les propriétaires ne pouvaient pas sortir. On nous demandait
que la police municipale intervienne, mais elle ne pouvait pas, parce qu'elle ne pouvait pas verbaliser dans un privé. Donc on a discuté avec eux, on a pas mal et ils ont bien compris que il fallait arriver à cette situation-là, justement, à ce qu'on obtienne justement que ça appartienne à la commune. Et à partir de là, la police municipale pourra intervenir et on pourra réglementer. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. Voilà la raison à laquelle on vous propose justement de faire l'acquisition de cette parcelle. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du Conseil, merci. Maintenant, on va passer à la cession à la pharmacie Franck et déclassement d'une portion non bâtie du domaine public communal. Rapporteur Armel Théron-Caplin. Considérant la proposition financière faite par la pharmacie Franck pour cession par la commune d'une portion de terrain du domaine public située rue du Grand Pont, au droit des parcelles cadastrées AD 245 et AD 246, d'une superficie totale de 44 m² pour une valeur de 450 € hors taxe, considérant l'avis favorable de la commission d'urbanisme en date du 12 janvier 2022, considérant l'estimation du pôle d'évaluation domaniale en date du 3 décembre 2021 de l'emprise issue du domaine public communal pour une valeur vénale de 450 € hors taxe, considérant le plan de division de géomètre annexé à la présente délibération. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le Conseil est invité à approuver la cession et constate le déclassement d'une portion du domaine public communal conformément au plan de géomètre annexé d'une superficie totale de 44 m² pour une valeur de 450 € hors taxe. Confier la rédaction de l'acte à intervenir à Maître Languedoc, notaire à Épernon, tous les frais pris en charge par l'acquéreur. Charger Monsieur le maire ou son représentant de prendre tout acte et de signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Vous avez en annexe le petit plan de division. Ça forme un triangle un petit peu donc ça, sur le côté. Ça a été à la commission urbanisme, hein, bien entendu. Donc il est un fait qu'il a... Bon, on voit bien, hein, ça y est, il a mis les clôtures, hein, avant qu'on ait voté. Mais bon, c'est un risque. Mais bon, il aurait pu un peu attendre, parce qu'on ne sait jamais, hein, on ne sait pas ce qui peut se passer ce soir, hein, on est bien d'accord. Au-delà de ce soir, c'est juste un accident avant. C'est même pas ce soir, c'est juste un accident, s'il se passe quelque chose sur place. Non, mais voilà. Donc, voilà, est-ce que vous avez des questions? Sinon, on passe au vote. J'ai juste une question, parce que je n'ai jamais vu. Il me semblait qu'avant de faire une session, il fallait déclasser. C'est-à-dire qu'il fallait prendre une délibération pour déclasser. Or là, je vois que vous cédez, que vous déclassez en même temps. Ah. Pour tout domaine public, normalement, il faut déclasser. Ouais. Je pose la question pour éviter justement qu'il y ait d'autres soucis après, mais le domaine public, il me semble qu'il doit être déclassé et après vendu. Ah oui, le domaine public est inaliénable en principe, de mémoire. Thierry, qu'est-ce que tu... Dans la même délibération, il est déclassé avant d'être vendu. Approuver la cession et constate le déclassement d'une portion du domaine public communal, conformément au plan de géomètre, d'une superficie totale de 44 m² pour une valeur de 450 € hors taxe. Alors, si pour faciliter la lecture, il faut scinder les délibérations, je ne vois pas d'inconvénient, c'est-à-dire déclasser et ensuite vendre, mais c'est bis repetita, quoi. Il faut prendre 2 délibérations, c'est possible. Vous acceptez le déclassement et vous acceptez la vente. Oui. Sur le... Bon, je disais, il n'y a pas de souci sur le fait qu'on n'est pas contre que ça soit vendu, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il me semble qu'on a déjà, à ce conseil, déclassé pour vendre ensuite. D'accord. Et que je ne suis pas sûr que ça puisse se faire dans la même délibération. En fait, je parle sans aucune certitude, hein, mais il me semble qu'il y a une notion de surface
minimal, où il faille déclasser avant de vendre, et pour des surfaces comme ça, on peut faire les deux dans la même délib. Mais on va prendre 2 délibs, ça sera beaucoup plus simple. Ouais, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Oui, il me semble que c'est effectivement une question de surface. Oui, oui, non, Oui, non, mais... oui, tout à fait. Donc là, on va voter 2 Mais fois. il me semble qu'il y a une question de surface, en fait. C'est juste ça. Non, mais en fait, je pense que c'est dans la rédaction des délibs Oui. post-conseil qu'on affinera en fonction du cas réglementaire le plus strict, en fait, tout simplement. Oui, oui, oui. Bien évidemment. On a du mal à les ignorer. Donc là, on parle de déclasser. Donc on va voter pour ça. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil. Et maintenant, on va passer... On vote pour la vente du terrain. La vente du terrain. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil. Merci. Donc maintenant, questions diverses et informations diverses. Donc vous avez en pièce jointe la protection sociale complémentaire, organisation d'un débat devant l'Assemblée délibérante. Tu peux expliquer, Armelle? Alors, comme vous le savez, enfin, comme vous avez pu le voir dans l'annexe qui vous a été proposée, il y a une nouvelle ordonnance qui est sortie le 17 février 2021 et qui est relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. Il nous est demandé de débattre à ce sujet. Il y avait une date, entre guillemets, un petit peu butoir, le 19 février 2022. Nous nous sommes fait confirmer par le centre de gestion qu'en fait, il n'y avait pas de conséquences si le débat avait lieu un petit peu plus tard, mais autant être dans les temps. Il faut savoir que donc là, ce qui vous est proposé, c'est un schéma avec le droit de maladie des agents de la fonction publique, quand les agents sont titulaires, stagiaires, à la CNRACL ou à l'IRCANTEC, et les agents contractuels de droit public et de droit privé. On a essayé de faire ça un petit peu schématiquement parlant. Aujourd'hui, pour revenir de façon très pragmatique sur ce que l'on peut vous dire sur la collectivité aujourd'hui, nous avons au 1er janvier 2022 32 agents bénéficiant de la participation de la collectivité à leur contrat santé avec une moyenne de 22,97 € par mois. Cette participation représente un budget de 8 820 €. Vous avez un petit tableau en haut de la page 3 qui vous indique en fonction des revenus nets imposables de référence de l'agent, avec le nombre de personnes inscrites à la mutuelle. Ça vous donne le triptyque avec les valeurs, 20 €, 30 €, 40 € de participation pour chaque agent en fonction de leurs possibilités familiales. Donc aujourd'hui, le centre de gestion du 28 se regroupe avec 3 autres départements, le centre de gestion du Cher, le centre de gestion de l'Indre et le centre de gestion du Loir-et-Cher, ce qui va leur permettre d'avoir une possibilité plus importante de négociation pour ce type de produit. Malheureusement, on nous demande de faire ce débat sans que je puisse vous donner le résultat de cette négociation. Voilà, c'est juste le paradoxe. J'en suis bien désolée, mais c'est comme ça. Donc on vous a fait un petit tableau avec les avantages et les inconvénients en fonction de ce qui est possible, c'est-à-dire la labellisation, la convention de participation pour consultation interne et la convention de participation par ralliement au centre de gestion 28, en sachant que dans d'autres collectivités qui ont déjà eu lieu avec une concertation précédente, en général, la convention de participation avec le ralliement au centre de gestion est souvent plus favorable pour les agents. Voilà. Est-ce que j'ai été claire ?
Vous avez des questions? Je voudrais, vous savez que d'ici un peu plus d'un mois, il va y avoir les élections présidentielles. Sachez qu'en tant qu'élu, il y a une loi qui dit que c'est obligatoire d'être présent lors des élections, au bureau surtout. C'est obligatoire. Voilà, ce que je voudrais dire ce soir, c'est que on est élu, on est là, on représente. Il faut être présent ce jour-là. Voilà, j'insiste, hein, parce que je m'excuse de vous dire ça, mais c'est galère à chaque fois. Mais je pense que là, personnellement, je vais être un petit peu vif, mais je n'accepterai pas qu'on me dise « je ne peux pas parce que je m'en vais, ceci, cela ». Ça, vous avez une fonction de responsabilité. Et je tiens absolument que mes élus et l'ensemble de la majorité, ainsi que l'ensemble du Conseil, soient présents le jour des élections. Je trouve que c'est inacceptable qu'un élu me dise que ce n'est pas possible, à moins qu'il y ait quelque chose de grave. Hein. Attention, ça là-dessus, ça peut arriver, hein, malheureusement. Mais voilà, je dis là fermement, je répète, bon, ceux qui ne sont pas là, je leur dirai, il peut y avoir des sanctions. Et il y a eu des sanctions. Donc j'y tiens absolument. Maintenant, je prends le risque, mais je pense que le risque il est minime maintenant, concernant la rue Drouet. On a... Juste, excusez-moi, juste pour clôturer l'histoire des élections, ce que vous dites, je le partage, il faut juste rajouter à cela qu'il y a des candidats, que logiquement les candidats seraient en capacité aussi de fournir des assesseurs, c'est aussi la règle, et qu'on peut noter qu'au fil des années, il y a beaucoup de candidats, mais il y a de moins en moins de représentants sur le terrain. Et enfin, faire une proposition, si on peut, avant les élections, comme ça avait été fait pour une précédente, se rencontrer, juste pour l'organisation, par rapport aux horaires, parce que... Oui. Voilà. On y a pensé aux horaires. Moi, je trouvais que c'était pas clean la dernière fois. Et, non, vous avez raison là-dessus sur les horaires. Donc moi, je suis à votre disposition. Oui, il n'y a pas de souci. En tout cas, pour les élus. On est d'accord. On est bien d'accord.